Bonjour. Dans le cadre du Forum Saint-Laurent 2021, nous nous entretenons avec des auteurs d'ouvrages récents en français qui éclairent des enjeux actuels de sécurité internationale. Dans cette capsule, je m'entretiens avec Maïka Sondarji, qui est professeur à l'École de développement international et mondialisation de l'Université d'Ottawa et chercheur postdoctoral Banting au Cerium, à propos de son essai « Perdre le Sud, décoloniser la solidarité internationale » qui est paru aux éditions Éco-Société en août 2020. Bonjour Maïka. Bonjour. Alors, dans votre essai « Perdre le Sud », vous avancez que, et je cite, « dans l'ordre mondial institutionnalisé, la prospérité de l'Occident vient en grande partie de l'appauvrissement du reste du globe. Et que pourtant, les positions anti-mondialisation actuelles sont trop souvent synonymes de fermeture des frontières et de repli sur soi. » Alors, dites-nous, s'il vous plaît, dites-nous en plus sur ce diagnostic que vous faites à la base. Merci Jean-Frédéric. Effectivement, je pense qu'il y a eu un déplacement des positions anti-mondialisation qui étaient dans les années 80 extrêmement à gauche. Ça a été des mouvements sociaux très importants contre, par exemple, la Banque mondiale, contre l'Organisation mondiale du commerce, pour moins d'impérialisme, par exemple, en termes d'intervention militaire, tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le constat est le même. La plupart des gens, à la fois dans les pays du Sud global, mais aussi dans nos pays, sont, disons, insatisfaits du système dans lequel nous vivons, sont insatisfaits du fait que très peu de personnes peuvent profiter de la mondialisation et de l'accumulation de richesses. Et 99% du globe, finalement, en sort perdant, mis à part certaines élites politiques et économiques. Donc, je pense que de plus en plus de gens réalisent cet état de fait, mais plutôt que d'être tous ensemble contre certaines élites ou contre les gens qui établissent cet ordre mondial institutionnalisé-là, ce qu'on voit, c'est plutôt, être contre la mondialisation, ça devient être contre l'autre. Contre à la fois le travailleur chinois, contre le travailleur immigrant qui va voler notre job, contre la femme voilée qui va affecter notre identité. Donc, soudainement, les positions anti-mondialisation sont représentatives de politiques à la Donald Trump, qui s'est dit anti-mondialisation, ou à la Marine Le Pen en France, qui s'est dit démondialiste, alors que les positions démondialistes ou les positions anti-mondialisation, avant, c'était pour promouvoir un projet social plus progressiste, de dire on est tous ensemble face à des organisations qui nous appauvrissent, qui nous oppriment, qui nous exploitent. Mais là, finalement, on individualise un peu l'ennemi parce que c'est plus facile. Puis ça devient, pour Trump, c'était la Chine. Pour Marine Le Pen, c'est les travailleurs étrangers, c'est les femmes voilées. On voit ça ici au Québec aussi. Donc, ça devient bizarrement un repli sur soi, mais je pense que dans mes recherches, ce que je vois, c'est que si on veut sortir de certaines pratiques qui encouragent l'exploitation et l'oppression, ce qu'on doit faire, c'est plus de coordination internationale. Donc, plutôt que d'être contre tout ce qui est multilatéral, on devrait plutôt être pour ce type de coordination-là au niveau international. Certainement, et ce serait intéressant d'entendre vos propositions, recommandations un peu plus tard, si vous le voulez. Peut-être, avant de passer à la prochaine question, une petite nuance où vous dites que, d'une certaine façon, le discours anti-mondialisation a migré de la gauche à la droite. Est-ce que la gauche n'a pas, une certaine gauche, du moins, n'aurait pas elle aussi adopté un discours plus nationaliste ou plus recroquevillé, si vous voulez, de l'anti-mondialisation? D'une certaine manière, oui, parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de mouvements sociaux nationaux, disons au Québec, au Canada, aux États-Unis, on s'est beaucoup tourné vers le local. Soudainement, on a réalisé que, c'est une très bonne chose, qu'au niveau local, il y avait toutes sortes de choses qu'on pouvait faire pour améliorer les conditions socio-économiques des gens, pour combattre le racisme systémique, pour combattre le patriarcat, donc toutes sortes de choses au niveau local, municipal, national, et on voyait les impacts beaucoup plus rapidement. Mais ce que ça a fait, souvent, il y a eu une translation théorique où on pense que d'être contre la mondialisation, on doit renforcer les institutions nationales, par exemple, on doit renforcer le pouvoir d'un pays contre soit les autres pays, les multinationales ou les organisations internationales. Puis donc, même à gauche, on le voit dans les positions de la démondialisation, où ça a été beaucoup des souverainistes, finalement, même au Québec. Les trois jeunes hommes qui ont promu le manifeste pour la démondialisation, c'est ces trois jeunes souverainistes de la gauche, disons, large, parce que, dans le fond, pour eux, être anti-mondialisation, c'est renforcer le pouvoir du Québec face aux compagnies, face aux élites économiques, face aux organisations. Puis donc, on doit se retirer des organisations internationales,
pour que le Québec en sorte gagnant. Ce qui est étrange, c'est que c'est aussi un discours qui est promu par des gens comme Marine Le Pen qui disent on doit, mais de sa part, ça vient d'une position plus à droite, c'est-à-dire qu'on doit favoriser la France, les compagnies françaises sur les autres compagnies. Donc, les positions deviennent de plus en plus floues. Puis même si dans les positions à gauche de la démondialisation, il y a encore une considération pour la solidarité internationale, la coopération internationale, mais c'est toujours une position qui vient en deuxième. Donc, en premier, on va protéger nos travailleurs et travailleuses, on va protéger nos institutions au Québec ou en France ou aux États-Unis. Après ça, peut-être, on va faire plus de coopération, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit aller ensemble. Un projet de gauche qui soit anti-mondialisation devra être internationaliste, devra penser le niveau multilatéral en premier, pas en deuxième. Mm-hmm. Et maintenant, quelles sont selon vous les principales conséquences justement de cet ordre mondial institutionnalisé et des positions anti-mondialisation actuelles comme vous les avez décrites? Mm-hmm. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on parle de l'impact de l'ordre mondial, ou en tout cas souvent on va parler de l'impact de la mondialisation. Ça, c'est souvent des impacts économiques. On voit que les compagnies se permettent encore d'accumuler leurs profits dans des paradis fiscaux, que les compagnies se permettent d'aller offrir des salaires dérisoires, par exemple. Si on pense à la Chine, le salaire moyen est de à peu près 326 $ américains par mois, mais en Éthiopie, le salaire moyen est d'environ 30 $ par mois. Donc, les centres de main-d'œuvre peu chers se sont déplacés. Ça, c'est des impacts économiques. Mais ce que j'essaie d'amener dans mon livre, c'est qu'il y a aussi des impacts de l'ordre multilatéral qui sont au niveau social, au niveau, par exemple, des relations hommes-femmes, des relations de genre, du niveau du patriarcat, disons plus généralement. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, la majorité des gens qui font le travail reproductif sont bien sûr des femmes, mais surtout des femmes racisées. Que ce soit le fait que, par exemple, ma grand-mère à Madagascar ait eu énormément d'enfants, 13 enfants, pour être exact, et qu'elle ait fait tout ce travail reproductif pour non seulement les porter et les avoir, mais aussi de les reproduire, de les aider à participer comme membres actifs de la société productive, donc comme travailleurs, travailleuses. Mais dans le fond, ces enfants sont venus ici, ont immigré, et finalement participent au PIB du Canada, au PIB, certains en France. Donc finalement, tout ce travail-là a été fait par une femme du Sud global et profite à un pays du Nord. Donc c'est ça pour moi les relations internationales aussi, mais c'est aussi quand on va dans les hôtels ici. Moi, la dernière fois que j'ai pu aller dans un hôtel avant la pandémie pour une conférence, toutes les femmes qui lavaient mes draps étaient des femmes du Guatemala. Quand je travaillais dans un centre de recherche pour le développement international, la majorité de mes patrons étaient des hommes occidentaux et blancs, et la majorité des gens qui lavaient mon bureau étaient des femmes racisées immigrantes. Donc, tout ça, c'est des relations internationales. Ce ne sont pas seulement des add-ons, c'est vraiment un effet de l'ordre mondial, des règles qu'on a établies, de comment on va... Et cet ordre-là, pour moi, ce n'est pas seulement politique, économique, mais c'est aussi culturel, ou disons, ça fait aussi partie des discours, des normes. Donc, le colonialisme, le racisme systémique, c'est comment on va dévaloriser certaines personnes, comment on va accepter cet ordre-là des choses, parce qu'au final, on a gagné à la loterie de la naissance. On accepte que ce soit des gens racisés qui meurent en ce moment des changements climatiques. On accepte que certaines personnes soient davantage exploitées ou opprimées que nous parce que c'est l'ordre des choses. Et dans cet ordre des choses-là que vous décrivez, vous avez parlé d'impact humain, d'impact économique, d'impact sociaux. Évidemment, le Forum Saint-Laurent, c'est sur la sécurité internationale, définie dans son sens très large. On parle de sécurité humaine, on parle de sécurité environnementale, avec les aspects économiques également. Mais pour lier ça peut-être davantage justement à l'aspect sécurité internationale, comment ce que vous décrivez a une incidence ou un lien direct ou indirect avec ça? Pour moi, la sécurité et le développement, ce ne sont pas deux silos. Bien que dans notre tendance à créer des disciplines, on les définit différemment, mais le développement humain est lié à la sécurité humaine. Si on pense à la crise climatique, est-ce un enjeu de développement ou est-ce un enjeu de sécurité internationale? Donc, je pense que la coordination au niveau international, que ce soit pour la crise climatique ou pour la pandémie, il y a à la fois des enjeux de sécurité, des enjeux de migration, des enjeux de développement, et tout ça est lié par l'ordre mondial. En fond, cet ordre-là va également dévaloriser certaines populations où on va se permettre d'intervenir davantage comme pays occidental, des interventions militaires, où on va moins avoir certaines personnes à la table de discussion quand on va déterminer des plans de reconstruction de la paix.
Donc, toutes ces dynamiques-là, à la fois patriarcales, à la fois sexistes, à la fois coloniaux et liés au racisme systémique, sont dans tous les aspects de l'international avec un grand I. Donc, par exemple, la pandémie, le fait qu'on ne se permet pas de partager les vaccins, d'ouvrir les livres, là, disons, de la propriété intellectuelle pour la création de vaccins, ça va avoir des enjeux de développement, si on veut appeler ça ainsi, là, des enjeux liés à la santé mondiale, mais aussi des enjeux de sécurité et qu'on va avoir à gérer plus tard, qu'on a à gérer maintenant. Il y a des pays où ça se passe vraiment mal, où il y a des pays autoritaires, des gouvernements autoritaires qui vont opérer des campagnes de confinement, disons, beaucoup plus violentes qu'ici, tout ça. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux de sécurité et de développement qui s'y mêlent, à la fois dans des cas comme la pandémie ou comme la crise climatique. C'est des considérations qu'on doit avoir en lien, disons, de manière intersectionnelle, en lien avec les dynamiques dont je vous ai parlé, puis penser à des politiques après qui sont liées à cet ordre mondial-là dont on parlait. Et vous y avez touché en début d'entretien, quelles sont vos propositions, vos recommandations justement en termes de politique publique pour éviter les écueils que vous identifiez puis les problèmes que vous identifiez? C'est très compliqué. C'est une tâche extrêmement ardue d'essayer de déterminer, bon, si on avait au pouvoir demain matin seulement des gouvernements très progressistes, tout ça. C'est évidemment un livre très grand public. Dans ma recherche, je fais de la recherche critique, mais pas nécessairement prescriptive. Mais dans mon livre, j'essaie de voir quelle politique on pourrait adopter au niveau multilatéral, que ce soit par rapport à la migration, par exemple. Si on pense à la migration, en ce moment, il y a vraiment un mouvement vers une fermeture des frontières. Et encore là, ça a des enjeux sécuritaires et de développement. On pense qu'en renforçant les frontières, en rendant les frontières plus opaques, on va s'éviter une crise de la migration où on va éviter ces flux de migrants qu'on pense qui vont arriver dans notre pays. Par exemple, au Canada, en Europe ou aux États-Unis. Mais une politique qui serait plus internationaliste, c'est premièrement de réaliser cette idée-là qu'on a gagné à la loterie de la naissance, qu'on est né dans des pays sans aucun travail. On ne mérite pas plus qu'un autre d'être né dans certains pays où il y a des conditions socio-économiques plus élevées. Et donc, on a peur que des gens de d'autres types de pays, des pays du Sud global, arrivent en masse vers chez nous. Et là, on ferme les frontières. Une position plus solidaire, ce serait d'avoir des frontières, non pas des positions très, très, très à gauche qui sont de no borders, d'éliminer les frontières, mais plutôt de frontières ouvertes. Parce que, et ça ne veut pas dire d'accepter tous les migrants qui veulent venir habiter ici, au contraire, c'est de dire que si on laisse les frontières un peu plus poreuses, il va y avoir beaucoup plus de migration rotative. Avant que les États-Unis renforcent leurs frontières avec le Mexique, il y avait beaucoup plus de Mexicains qui venaient et qui partaient. Mais ce que ça fait quand on ferme les frontières, qu'on les met de plus en plus solides, c'est que les gens, dès qu'ils vont traverser la frontière, on le voit avec la Méditerranée, ils ne voudront plus partir. Donc, il y a une migration qui se crée parce qu'on a des politiques de repli sur soi, parce qu'on pense qu'en étant plus ouvert, on va être envahi, ou il y a vraiment et cette idée-là vient d'une certaine idée coloniale, du fait que nous, on est civilisés, et là, on ne veut pas avoir des gens non civilisés ou moins modernes ou moins développés qui viennent chez nous, parce qu'il y a une racialisation des relations sociales. Évidemment, c'est des personnes racisées qu'on refuse. Et si, je répète toujours que moi, si on avait refusé que mon père arrive ici, c'est dans une époque, dans les années 70, où il est beaucoup plus facile d'immigrer économiquement, mais peut-être qu'il aurait dû appliquer pour un statut de réfugié parce qu'il y avait la guerre civile à Madagascar. Si on n'avait pas permis à mon père et à ses frères et sœurs de venir ici, je ne serais pas ici pour vous parler de ça. Ma cousine Farah Alibé ne serait pas en train de diriger le robot qui est en train de marcher sur Mars en ce moment. C'est une femme ma cousine, qu'on a valorisée sur tous les médias québécois, sur tous les médias canadiens comme étant cette grande Québécoise, sans mentionner que dans le fond, c'est une fille de l'immigration, tout comme moi. Puis donc, c'est de réaliser que je pense que pour être un bon immigrant, il ne faut pas seulement avoir accompli des grandes choses. Je pense que toutes les personnes qui émigrent ici participent à la société. Fait on doit donc décoloniser notre pensée de qui mérite ou pas d'être ici et réaliser que tout le monde participe à cette société-là, sans dire qu'on doit accepter tout le monde, mais par exemple, une politique de migration, ce serait d'être un peu plus ouvert. D'ailleurs, c'est aussi ce que les compagnies québécoises, canadiennes souhaitent. Donc, il y a vraiment certaines politiques qui découlent d'une colonialité du pouvoir qui, finalement, sont pas non plus économiquement efficaces et qui sont, dans le fond, qui reproduisent un certain système où on dévalorise certaines personnes qui en favorisent d'autres. Mais il y a toutes sortes de politiques comme ça au niveau international, que ce soit en développement ou en sécurité, qui nécessitent qu'on intègre ces problématiques-là avec Marie-Joëlle Zahar. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur la gestion de la COVID. Comment, si on veut tous s'en sortir ensemble,
on va devoir adopter des pratiques internationalistes. Le Canada va devoir être un leader un peu plus important là, en termes de solidarité et de partage de vaccins. Sinon, on va avoir des enjeux sécuritaires très, très bientôt qui vont émerger. Effectivement, la pandémie teste énormément le concept de coopération internationale et les idées, évidemment, que vous avancez également. Je rappelle, Maïka Sandaji, le titre de votre essai « Perdre le Sud, décoloniser la solidarité internationale », paru aux éditions Éco-Société. Merci beaucoup. Merci Jean-Frédéric.